l'équipe C3 pour le cas de comptabilité et analyse financière universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Henri Bouchampier, propriétaire du cabinet comptable ABB Service Conseil. C'est René Sugère, directeur adjoint à l'adolescence chez Charlotte Flandre. Simon Racine, comptable senior chez Ernst & Young. Parfait. Donc, bonjour messieurs, on est très content de vous avoir aujourd'hui. Vous savez, on est dans une époque incroyable. On a accès à des technologies que nos parents n'auraient jamais cru possible. Des développements sociaux, je pense à l'équité salariale, à l'équité entre les sexes, le développement au niveau de la santé. Par contre, ces avancements-là, ça amène aussi des développements dans les technologies de l'information. L'information, elle arrive beaucoup plus rapidement, puis c'est beaucoup plus difficile à prévoir, justement à cause de cette rapidité-là. Il y a des vagues dans le marché qui arrivent qui peuvent être dévastatrices, ils peuvent être positives. Donc on pense que ces facteurs macroéconomiques-là, c'est des facteurs qui peuvent affecter votre entreprise, et c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, s'assurer qu'on a la bonne stratégie, qu'on s'en va dans la bonne direction pour assurer un futur des plus prometteurs. Donc avec mes collègues Xavier et Louis-Alexandre Labelle et moi-même Mathieu Roger-Barreau, on va vous présenter ce standard-là. Donc, l'agenda vers une solution gagnante, on va vous présenter le mandat, l'analyse qu'on a faite, la stratégie et comment on va l'implanter, puis on va faire un retour à la fin sur les objectifs qu'on aura établis. Le mandat, c'était quoi? Redresser la situation financière de l'entreprise, développer des perspectives d'avenir dans le futur, tout simplement. On y va. D'abord avec une analyse FFOM, les forces de l'entreprise. Donc, part de marché importante avec l'acquisition récente dans l'Ouest canadien. Votre entreprise est devenue la deuxième en importance au Canada. C'est toujours la première en importance au Québec. Donc, c'est une très grande force. On parle aussi de notoriété. La marque est reconnue d'un océan à l'autre. Beaucoup d'innovation aussi, c'est reconnu pour sa créativité. Vous avez aussi, bon, évidemment, avec l'acquisition dans l'Ouest, un grand réseau donc que vous pouvez exploiter d'un océan à l'autre, encore une fois. Les faiblesses, actifs et en caisse, résultats qui sont pas optimales, ou du moins décevants. Distributeurs, il y a manière de faire mieux côté distributeur, il y en a qui n'ont pas des marges vraiment satisfaisantes. Donc c'est une faiblesse qu'on va vouloir remédier. Opportunité, donc comme je disais, créativité, innovation pour les saveurs. Optimiser l'utilisation des ressources, donc on a des entrepôts qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas optimales, il n'y a pas utilisé à 100%. Et bon, dans le futur, quand la situation financière sera rétablie, on pourra faire des acquisitions. Les menaces, Lays qui est la première compagnie en importance au Canada et qui prend de plus en plus de parts de marché, donc il faut faire attention à ça. Et l'endettement qui est très important. Donc nos objectifs, les objectifs qu'on a établis: améliorer la rentabilité, consolider le positionnement et les avantages concurrentiels et solidifier les actifs. Je laisse la parole à Xavier. Alors, avant d'embarquer dans la stratégie, on a fait une petite analyse de l'entreprise. Bien que vos comptables et analystes financiers soient très compétents, c'est important pour nous, pour être en mesure de mieux analyser le cas, de faire une petite analyse. On a sorti quelques ratios qui étaient inquiétants. Le quick ratio, par exemple, qui mesure la capacité à couvrir notre dette court terme avec nos actifs court terme est seulement de 35%, ce qui veut dire que si demain matin votre entreprise devait faire faillite, on serait seulement capable de couvrir 35% des passifs court terme, ce qui est très inquiétant. Dans le même ordre d'idée, il y a la couverture de la dette par les actifs qui est inférieure à 1, ce qui est inquiétant aussi. Le ROA qui est négatif. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que vous ne faites pas d'argent avec les actifs que vous avez, ce qui est inquiétant aussi. Les capitaux propres négatifs, le ROA est négatif également. Au niveau des résultats, le bénéfice brut
est resté constant au fil des années, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, les frais de vente et d'administration ont presque triplé en 5 ans, ce qui est inquiétant aussi. Alors, c'est très important pour nous d'être au fait et prendre ces facteurs-là en considération dans notre analyse pour proposer une solution gagnante encore. Et je vais laisser la parole à moi-même. On a eu 2 idées de projets qui ont été proposés, 2 nouvelles savoirs de chips. Pour évaluer ces solutions-là, ces projets-là, pardon, il y a eu des hypothèses qui ont été faites. C'était une durée de vie de 7 ans, un rendement exigé de 10 %, une croissance des ventes de 10 % par année sur 5 ans, ainsi qu'une diminution de 5 % des ventes par année durant les 2 dernières années. Ce qu'on a fait, c'est une vanne qui est la valeur actualisée nette des cash flows futurs. Donc, présentement, on veut savoir combien le projet vaut et en prenant en compte tous les revenus ainsi que les dépenses, comme le marketing total de 600 000 sur 7 ans, l'investissement dans les machines, le coût de la recette de 1 250 000 et l'emballage, on est arrivé avec une vanne négative qui n'est pas souhaitable dans le fond parce que le projet aujourd'hui, il vaut rien. Le taux de rendement interne aussi qui est inférieur au taux de rendement exigé, le taux de rendement interne qui est le taux pour avoir une vanne qui est égale à 0. Donc, idéalement, dans un monde idéal, on veut toujours que ça soit supérieur à notre taux de rendement exigé. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va présenter la deuxième recette. Parfait, merci Xavier. Donc, le deuxième projet qu'on avait, c'est des chips aux saucisses. C'est quoi les données qu'on avait pour ce projet-là? On a des redevances de 5 % des ventes par année au chef qui nous a vendu la recette. Ce chef-là, il nous charge 375 000 $ initialement pour cette recette-là, en plus des frais de 5 % que je viens de mentionner. Et il faut aussi investir dans une machine qui coûterait 100 000 $ pour pouvoir produire ce produit-là. Donc, avec les cash flows qu'on voit ici, évidemment, on a oublié de mentionner ça dans mon hypothèse, mais vous nous avez dit que les taxes, plus que présentement, on ne fait pas de bénéfices, les taxes sont pas importantes à prendre en compte, donc on ne les a pas pris en compte en calculant notre vente. Donc, ça nous donne une vente positive de 112 554. C'est un chiffre qui est positif, oui, qui n'est pas extrêmement positif. On aurait peut-être espéré un projet un petit peu plus, qui donne un peu plus de valeur que ça. Par contre, il faut voir les autres avantages. Peut-être qu'on va avoir d'autres consommateurs, des nouveaux clients qui vont aimer cette saveur-là, qui vont venir dans notre marque et qui vont aussi acheter d'autres produits, pas seulement celui-là. Donc, ça nous donne une vente de 112 000, mais ça nous apporte aussi de la valeur dans nos autres produits et dans notre compagnie en général. Notre taux de rendement interne est de 15,59 %, c'est excellent, c'est supérieur à notre taux de rendement exigé. Donc, jusqu'à ce taux-là, on ferait de l'argent avec ce projet-là. Donc, évidemment, notre décision est facile à prédire. On choisit les chips aux saucisses par sa vente positive, par son taux de rendement interne qui est supérieur au taux de rendement exigé. J'ai un petit bémol à mettre ici. On a une durée de vie prévue de 7 ans pour ce projet-là. Évidemment, on croit que c'est très très important. On l'a mentionné, c'est une de vos forces, l'innovation dans les saveurs. Vraiment être proactif, être devant la concurrence. Donc, dès 4 ou 5 ans, voir d'autres saveurs, déjà développer des nouvelles avenues, pas attendre comme on a fait avec les chips à la moutarde qu'on va voir un petit peu plus tard, quasiment 20 ans avant de se renouveler et puis de se rendre compte finalement qu'on avait un projet qui n'était plus du tout valable. Comment on investit dans ce projet-là? Pour l'instant, on pense qu'un prêt, c'est la bonne façon de faire. On va voir avec les solutions qu'on va vous apporter un petit peu plus tard aussi. On va se délester de certains peut-être producteurs, certaines opérations qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus de capital, peut-être moins de dette, qui vont nous permettre d'avoir une structure financière qui est plus appropriée, qui va nous permettre d'avoir un prêt pour faire ce projet-là. Détaillants. Dans le fond, on a des détaillants qui réduisent notre marge brute. On a une marge brute totale de 34 %. Comme on voit, Walgate Inc., Superline Inc., puis même A12 là, qui font diminuer notre marge brute. Donc, on va se départir de ces détaillants-là. On ne fera plus affaire avec eux. Puis, déjà là, ça va dans le fond, arrêter de diminuer notre marge brute. Aussi, il y a des régions, encore un petit peu dans la même ligne d'idée, la région des Maritimes a une marge pondérée de 7,6 %. C'est très inférieur à notre marge brute globale. Donc, la recommandation qu'on fait, c'est se concentrer sur le Québec et l'Ouest. On vient de faire une acquisition dans l'Ouest. On veut vraiment concentrer nos activités là. Le marché est grand. Et donc, c'est ça. Les maritimes, on ne dit pas de délaisser les maritimes. On dit juste que la concentration de nos activités devrait se faire dans le Québec et dans l'Ouest canadien. Pour l'entreposage, ça, on peut vous dire rapidement ici, là, ça va un petit peu avec ce que mon collègue a mentionné, c'est un petit peu se déconcentrer des régions externes comme les maritimes.
On a 9 entrepôts au Québec et au Maritime, et puis on a 7 entrepôts dans l'Ontario et dans l'ouest du Canada. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est de faire de la relocalisation pour ces entrepôts-là. Avoir des entrepôts dans les Maritimes, c'est pas nécessairement une bonne chose. Si on sait qu'on peut se déconcentrer de là, que c'est pas un marché qui est très gros, dans les ports de nos ventes, ça fait pas une grande partie. On pense qu'en concentrant nos entrepôts pour l'Est du Canada, au Québec, on peut facilement rejoindre les Maritimes, on peut facilement rejoindre l'Ontario. Donc, en se délestant de ces entrepôts-là, on peut aussi profiter des économies d'échelle, d'avoir des plus grands entrepôts qui vont coûter moins cher au pied carré au Québec. Donc, on pense que pour ces régions-là, ce serait la meilleure solution à faire. Et puis, ça nous permettrait aussi, en se délestant de certains entrepôts dans l'Est du Québec, d'en avoir plus dans l'Ouest, qui est un marché qui est en développement, qui est extrêmement gros, et puis dans lequel on peut investir. Donc, on pense qu'en se concentrant vraiment ces deux marchés-là, tout en n'oubliant pas l'Ontario et les Maritimes, ça va être vraiment positif pour nous. On pense aussi, on fait un premier pas en faisant ça vers le développement durable. Avoir des entrepôts en Ontario qui vont aller livrer dans l'Ouest du Canada, c'est pas nécessairement sensé, ça prend du temps, ça coûte cher, ça prend du gaz, ça pollue. Donc on pense que c'est tous des facteurs qui font en sorte que ça peut être une solution très intéressante pour votre entreprise. Justement, on parlait de nouveaux projets, mais le pas développement durable, on peut commencer à faire en relocalisant et en maximisant nos entrepôts, en les gardant dans nos centres d'activité finalement. Juste pour revenir sur les chiffres à l'UQAM que Mathieu a abordé brièvement tout à l'heure, une de vos forces, comme on l'a mentionné au début, c'est l'innovation dans les saveurs. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est d'éliminer, d'abandonner cette saveur-là. Ça fait presque 20 ans que vous offrez cette saveur-là, alors que les projets qu'on nous proposait, l'hypothèse c'était sur 7 ans, ce qui était jugé optimal. Alors, ça fait presque 3 fois ce que vous suggérez pour les nouvelles saveurs que vous avez cette saveur-là. En abandonnant la saveur, du même coup, vous éliminez vos pertes que vous faisiez avec cette saveur-là et vous éliminez un salaire de 75 000 par année du contrôleur de qualité qui surveillait une seule saveur. Est-ce que c'est optimal? Je ne suis pas certain. Et c'est ça. Dans le fond, on est convaincu qu'en abandonnant cette saveur-là, vous allez être en meilleure santé pour la suite. Parfait. Donc, on nous a parlé que c'était important d'être vigilant, que madame la propriétaire était très vigilante, que elle avait pris une assurance sur les édifices, puis avec la catastrophe qui est arrivée dans l'Ouest canadien, ça va être bénéfique parce qu'on va avoir cet argent-là éventuellement. On ne sait pas c'est quel montant encore, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, mais on va l'avoir. Donc on veut pousser un petit peu plus loin cette optique-là de couverture. Donc je vais vous dire c'est quoi les avantages et les désavantages pour vous aider à prendre la décision. Est-ce qu'on devrait se couvrir? Donc, ce qui est beau, c'est que vous, les gestionnaires, on a une excellente connaissance de l'industrie. Donc, on peut voir un petit peu les courants qui vont aller mieux que l'investisseur général. En se couvrant, on va avoir une diminution du risque. Et puis, on va prévenir les rendements extrêmes. Vous allez me dire prévenir les rendements extrêmes, on va prévenir les rendements extrêmes positifs. Peut-être, mais surtout prévenir les rendements extrêmes négatifs, qui est ce qu'on veut vraiment éliminer là, pour redresser notre situation financière puis s'assurer d'aller dans la bonne direction dans le futur. Les points négatifs, par contre, l'investisseur peut décider de lui se couvrir lui-même. Donc, si nous on se couvre, ça va peut-être diminuer un petit peu son rendement, puis il va dire moi je veux le couvrir moi-même, fait que je ne veux pas avoir cette compagnie-là. C'est vrai que c'est un point, mais comme j'ai mentionné, les gestionnaires ont une meilleure connaissance, donc peuvent peut-être plus prendre les décisions qui sont appropriées à ce niveau-là. Les résultats peuvent être décevants par rapport à la compétition, surtout si la compétition décide de se couvrir et que c'est une année où ça va bien. Non, c'est couvert, ça va peut-être coûter un petit peu d'argent, donc nos résultats vont être moins bons. C'est un risque, un pari qu'il faut prendre, mais qu'on pense qu'il somme toute est positif pour vous. Puis finalement, ça peut être difficile d'expliquer les résultats négatifs quand le but justement de la couverture, c'est de ne pas avoir de résultats négatifs. Vous allez me dire, on se couvre, oui, mais sur quoi on se couvre? On vend des chips. On peut se couvrir sur la matière première des chips, des patates. S'il y a des intempéries, s'il y a une nouvelle maladie qui se développe sur les plants de patates, qu'est-ce qu'on fait? Soit on n'est pas capable d'avoir notre quantité optimale, ou bien on va payer beaucoup plus cher pour la même quantité, ce qui va être désastreux sur nos marges, déjà que nos coûts sont assez élevés et puis qu'on a des bénéfices qui sont négatifs présentement. Donc, deux solutions pour se couvrir. On peut avoir, les deux, c'est des contrats à terme, des forward ou des futures. La différence majeure entre les deux, c'est qu'un forward, c'est de gré à gré. C'est-à-dire que c'est pas régulé. C'est un contrat qu'il faut vraiment trouver la contrepartie qui a un besoin directement inverse au nôtre. Il y a un risque de contrepartie justement dû à cette nature gré à gré-là. Par contre, ça requiert un peu de capitaux. Il n'y a pas d'investissement à faire, c'est seulement à la fin du contrat que tout ça se passe.
Dans les futurs, c'est standardisé. Il n'y a pas de risque de contrepartie, justement, à cause que c'est la clearinghouse qui s'occupe de ça. Par contre, ça amène les flux monétaires quotidiens. Si on a une marge de maintien qu'il faut maintenir, et puis si on arrive en bas de cette marge-là, il faut réinvestir les capitaux. Donc, ça peut être un petit peu plus coûteux pour nous. Implantation, donc on a fait un petit échéancier finalement pour montrer qu'est-ce qu'on priorise en premier, qu'est-ce qu'on implante en premier. Abandon de la saveur d'une table, on fait ça immédiatement. Ça fait 20 ans que ça dure, puis on veut passer à autre chose. Donc dès le premier mois, on abandonne la saveur d'une table. On veut restructurer la dette, c'est aussi un élément important qui est lourd sur la compagnie. Donc on fait ça dans les 2-3 premiers mois. Restructuration des détaillants. Donc, comme on mentionnait, il y a des détaillants qui n'ont pas des marges qui sont favorables pour nous, qui rabaissent nos marges. Donc, ça, on veut aussi régler ça rapidement. Chip aux saucisses, donc une fois que tout ça est restructuré, surtout qu'on a abandonné la saveur d'une table, on veut arriver et lancer les chips aux saucisses. Ça, c'est à partir du mois de mars jusqu'à long terme. Évidemment, comme mon collègue a mentionné, il faut se renouveler. C'est votre force, la créativité, l'innovation. Donc, il faut toujours se re-questionner, puis remettre en question nos idées pour avoir justement des idées créatives qui vont garder vos consommateurs intéressés. Restructuration des régions aussi, mois d'avril, juillet, on donne une période un petit peu plus longue. On veut se repositionner au niveau canadien dans nos centres d'activité importants. Système d'entreposage, ça va dans le même ordre d'idée que la restructuration des régions, on fait ça en même temps. Et les nouveaux projets, comme je disais, à long terme, on veut toujours se re-questionner, innover, puis amener des nouvelles saveurs de chips. Là, retour sur l'effet point. Donc, on veut juste faire un retour après nos solutions. On a réglé vos problèmes d'encaisse et d'actifs, justement, en optimisant notre encaisse, en investissant dans les bons projets. On est capable d'optimiser ça, puis ultimement, ça serait très important, puis on pense, on est convaincu que votre retour sur actif devrait passer au positif. Vos résultats, évidemment, en investissant dans le projet qu'on a proposé, comme les chips aux saucisses, les résultats seront positifs. Et en restructurant le réseau de distribution, encore une fois, cette faiblesse serait maintenant une de vos forces. Les menaces, justement, encore une fois, avec les projets qu'on propose, l'ACE perd un peu un certain pouvoir de compétition. On espère justement être capable de les rattraper en innovant encore une fois, ce qui est une de vos forces. Puis l'endettement, ce qu'on suggère, on essaie de diminuer justement le niveau d'endettement pour optimiser la santé de l'entreprise. Donc, en conclusion, on revient sur nos objectifs. L'objectif de rentabilité, avec toutes les solutions qu'on a proposées, l'entreprise sera beaucoup plus rentable, autant court, moyen et long terme. Positionnement et avantage concurrentiel, on va dans nos centres d'activité, on exploite l'Ouest canadien. Donc, c'est ça, on repositionne tout ça pour vraiment se concentrer où les consommateurs sont finalement. Et on a aussi solidifié les actifs. Ça va nous permettre, dans le futur, d'avoir des plus gros projets, de peut-être faire des acquisitions un petit peu plus tard, puis de rester tout le temps en avant de la compétition. Avez-vous des questions? Mais dans le projet d'implantation, vous avez parlé de restructurer la dette. Mais restructurer la dette, je pense pas que vous avez parlé d'un plan concret. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais ce qu'on peut dire par là, c'est surtout en se délestant certains entrepôts, certains centres de distribution, certains fournisseurs, on pense qu'on va pouvoir, non seulement avoir des meilleurs résultats, donc notre actif va augmenter, mais aussi on veut peut-être se délester un petit peu de dette. On a une dette en 2012 qui est arrivée un petit peu soudainement d'environ 2000, on est passé de 300 à environ 2300, 2500 avec une banque dont le nom m'échappe. On n'avait aucune information sur cette dette-là. Donc on pense que ça c'est vraiment important à regarder. On n'avait pas d'informations comptables justement pour dire c'était quoi cette dette-là, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là. Donc on pense que ça c'est un point vraiment important à regarder. Aussi avec les résultats qu'on va réussir à générer, on va pouvoir restructurer notre dette dans un sens que tous nos entrepôts présentement sont loués. Ce qu'on disait par la restructuration d'actifs, c'est qu'on veut finir par investir dans nos propres entrepôts, prendre des hypothèques sur ça. C'est une façon
relativement peu coûteuse, justement, d'aller chercher de l'endettement, puis qui est assez relativement sécuritaire, puisque c'est un actif qui, derrière cet endettement-là, qui nous permet d'endosser ça. Puis pour compléter, tu sais, parce que tu me fais penser, dans le fond, les entrepôts qui sont un petit peu éparpillés un peu partout, on les concentre dans nos centres d'activité, avoir peut-être des plus gros entrepôts qui, par coût de pied carré, vont être meilleurs que d'avoir des entrepôts un petit peu partout et avoir des frais de transport qui sont pas optimales. J'aimerais savoir, vous conseillez de délaisser trois détaillants, en fait, Walgett, entre autres, puis ça représente quand même 3,4 millions de ventes, ces détaillants-là. Ces trois détaillants-là réunis, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut se priver de ces revenus-là? Ben, honnêtement, les ventes, c'est un chiffre, ça exclut tous les frais. Justement, les marges, ça inclut tous les frais. Fait même si on a des ventes à la tonne, si on a plus de frais que de ventes, on perd l'argent dans le prix. Puis aussi, on disait, tu sais, vraiment se concentrer dans les régions. Ces fournisseurs-là, pardon, mais ces détaillants-là, je pense qu'il y en avait beaucoup en Ontario, puis c'était surtout là qu'ils faisaient leur vente. Puis, tu sais, l'Ontario, on a dit, on veut peut-être la délaisser un petit peu, pas faire de ça notre focus, parce que il y a bien qu'il y ait des ventes, c'est pas notre plus gros marché. Puis, comme mon collègue a dit, nos marges sont pas très élevées. Surtout, c'était pas mentionné qu'on on a pris pour acquis que c'était des marges brutes qui nous étaient données parce que c'était pas mentionné, c'était seulement marqué marge. Mais si c'est des marges brutes à 4%, évidemment, notre marge nette est quasi plus longue. Juste une question concernant l'entrepôt. Moi, quand je reçois l'argent, je fais quoi? Est-ce que je le reconstruis? Vous m'avez dit, oui, on repositionne, on prend des entrepôts. Moi, je vais avoir j'ai un bon cash qui s'en vient. Moi, je fais quoi? C'était une usine, en fait, qui a été détruite. Donc, évidemment, il faut la construire parce que l'usine, on ship du Québec pour aller en Ouest canadien. Pardon. Évidemment, on veut construire cette usine-là dans l'Ouest canadien. C'est important, c'est un gros marché, comme on a dit. Donc, ça va être réinvesti dans l'Ouest canadien. Si je peux rajouter aussi l'assurance qui pouvait essayer. Et c'était mentionné que c'était temporaire. Alors, évidemment, à un certain moment, il va falloir investir dans l'Ouest pour être capable de mieux desservir cette région-là à des frais moindres, encore une fois. Puis laissez-moi finir avec une petite touche de développement durable, justement, reconstruire l'entrepôt dans nos centres d'activité. On réduit nos transports, tout ça, puis ça va dans une ligne directrice beaucoup plus écologique. On a 475 000 à peu près pour l'achat de tout le setup pour les chips aux saucisses. Et 475 000, on prend où? Est-ce qu'on le finance? C'est sûr qu'on avait dit un prêt de la façon qu'on avait par ailleurs délester certaines choses qui nous permettent d'avoir plus d'actifs peut-être et justement d'avoir un meilleur ratio d'endettement. Encore une fois, ça revient un petit peu aux 200 000 ou 2 millions d'endettement qui est arrivé soudainement, qu'on sait on n'a aucune information en fait, ça vient d'où ça. Okay. Donc c'est important de regarder ça, mais on pense qu'un prêt, c'est la façon de le faire. Surtout, c'est pas un montant qui est astronomique non plus. Si je peux rajouter aussi, on parlait de la dette. J'ai perdu mon dette. Ouais, dans l'échéancier, dans le fond, on avait mis toute la restructuration au début. Justement, ça nous permet d'être plus efficace et être en mesure de faire un investissement ou un prêt qui va être plus sécuritaire dans le futur. C'est bon. Merci, les deux. Merci.